Le long de la côte belge, c'est un drôle de ballet auquel assistent les touristes. Un va-et-vient d'ouvriers, de bulldozers et de bateaux. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis curieuse. J'aimerais parler à quelqu'un de la commune et leur demander ce que c'est. J'imagine que c'est pour l'endiguement, enfin pour protéger la digue du rapprochement de la mer. Oui, ce n'est pas nouveau. La plage est régulièrement rehaussée. Au total, 2 km de plage sont totalement surélevés. 600 000 mètres cubes de sable, puisés au fond de la mer du Nord par ce bateau, est ramené ici, à Ostende. Dans le métier, on appelle ça du rechargement de plage. Les plages sont surélevées par sécurité, pour protéger l'arrière-pays. Ça n'a rien à voir avec le tourisme. Il s'agit d'une protection spécifique contre les conditions météorologiques plus extrêmes et l'élévation du niveau de la mer. C'est pour ça que nous devons nous armer. La mer serait-elle devenue un ennemi contre lequel la Belgique doit s'armer? Pour se rendre compte, Investigation vous emmène là où certains se sont lancés dans une lutte acharnée contre le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs. Les projections favorables parlent d'une augmentation du niveau de la mer de 80 cm, mais cela va encore augmenter dans les siècles à venir. Ces catastrophes que nous vivons sont la preuve que le changement climatique est en train de se dérouler, là et maintenant. Il faut se demander comment nous allons y faire face. Nous trouverons des solutions à ce problème, mais elles ne sont pas évidentes. Nous voyons tous que la crise climatique est là maintenant, et ça va devenir bien pire. C'est un endroit à part, encerclé par les grands immeubles traditionnels du littoral. 2 irréductibles petites villas, habitées pendant les vacances par Gérald et sa famille. C'est une vue que je connais depuis que je suis tout petit, donc c'est des tas de souvenirs de jeux, de rencontres, voilà, d'amusement, des souvenirs. Ça doit faire la 5e ou 6e génération, donc voilà. On se retrouve ici en famille et on fait des grandes tables, des grands apéros. Et c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, toute la famille et les amis aussi. Et puis cette vue, pas beaucoup d'endroits où on a cette vue-là, je pense. Mais le West End de Gérald a bien changé depuis son enfance. D'année en année, la commune se transforme au gré des travaux et des chantiers de grande envergure. Ils ont rajouté pas mal de brise-lames. Le sable est monté quand même beaucoup plus haut aussi. Voilà, et ici donc on a les nouveaux travaux. Et donc là il y a un fameux changement évidemment par rapport à ce qu'on a connu à l'époque. Mais ça, je suppose que c'est plus que nécessaire par rapport aux montées des eaux et de ce qui va se passer dans l'avenir. Avant de se pencher sur l'avenir, on a jeté un œil dans un passé pas si lointain. La force de l'eau, à elle seule, a détruit cette route en plein milieu du village d'Arlof en Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Inondations, records de chaleur, sécheresse, canicule. Toutes ces catastrophes sont marquées par l'empreinte du réchauffement climatique. Paradoxalement, c'est l'homme qui est le premier responsable de ce qui lui arrive. Depuis 1950, le facteur principal qui perturbe le climat, c'est la libération des gaz à effet de serre liés à l'utilisation des combustibles fossiles. Charbon, pétrole, gaz. Nous nous chauffons, nous roulons, nous produisons industriellement, nous déboisons des forêts entières. Et pendant ce temps, la planète chauffe. C'est ce que dénonce depuis de nombreuses années le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont fait partie le désormais célèbre Jean-Pascal Van Ypersele.
D'une certaine manière, c'est la fièvre de la Terre. Si on a quelques degrés de plus que sa température normale, on sait bien qu'on se sent mal. Eh bien, les conditions de vie à la surface de la Terre, c'est la même chose. Toutes les civilisations se sont habituées à vivre dans le climat qui a été stable pendant quasiment 10 000 ans. Maintenant, le climat est en train de se réchauffer suite aux activités humaines. On en voit le résultat, ça se présente par l'intermédiaire de la température moyenne mondiale, mais aussi par toute une série d'autres indicateurs. Et ça commence à poser des problèmes de plus en plus importants. Ces problèmes, ce sont des périodes caniculaires plus intensives, parfois mortelles, des pluies torrentielles, des écosystèmes et une agriculture en danger, des terres plus fréquemment inondées, mais aussi le niveau des mers qui ne cesse d'augmenter. Que ce soit à Westend ou sur le reste de notre littoral, les autorités belges se préparent au pire. C'est en tout cas ce que laissent penser ces immenses travaux en cours qui modifient à tout jamais le visage de nos stations balnéaires. Ici comme ailleurs, sur la surface du globe, l'eau monte. Le niveau des mers et des océans augmente en moyenne de 3 mm chaque année. Une augmentation a priori minime, mais qui devrait rapidement s'accélérer dans les années à venir. La montée des eaux, elle est due en particulier à deux phénomènes concomitants. Le premier, c'est l'expansion thermique des océans, c'est-à-dire que plus la température de l'eau se réchauffe, plus elle occupe de la place. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous cuisinez des pâtes chez vous, si vous ne surveillez pas l'eau dans la casserole, eh bien, ça peut déborder. Plus l'eau est chaude, plus elle occupe de l'espace. Le deuxième phénomène, c'est la fonte des glaciers de montagne et des glaces qui se trouvent au Groenland et dans l'Antarctique. C'est-à-dire que, comme la température se réchauffe, la glace fond et la glace qui se trouve sur Terre eh bien, va fondre et va rajouter des quantités d'eau supplémentaires dans les mers et dans les océans. Sur le littoral belge, on estime généralement qu'il existe un rapport de 1 à 100 entre le niveau des mers et le recul du trait de côte. Autrement dit, si l'eau monte de 1 mètre, nous perdons 100 mètres de territoire. Les constructions qui sont dans cette zone sont directement menacées. Pour préserver les 67 km de la côte belge, les autorités flamandes ont débuté en 2011 un gigantesque plan d'aménagement. Budget total, 300 millions. C'est sur l'un de ces chantiers en cours que l'on rencontre Peter Van Bezien, l'un des ingénieurs responsables du projet. Ces travaux doivent permettre d'éviter que la mer ne vienne créer des brèches dans les dunes de sable, submerger la digue ou créer des problèmes de stabilité pour les nombreux appartements du littoral. La première solution possible, c'est celle du rechargement des plages. On va la remplir avec une grande quantité de sable. Cela va faire en sorte que les vagues s'écrasent sur la plage. Il faut d'abord penser à protéger la plage avant la digue, afin d'augmenter la sécurité et la stabilité. Une deuxième option, si cela ne suffit pas, c'est de construire une barrière anti-tempête sur la digue. Cela aussi peut être conçu de manière élégante, comme un banc posé sur la digue de mer, de telle sorte qu'il s'intègre complètement dans l'environnement de la digue. Enfin, la troisième solution, qui est également possible afin d'amortir les vagues, c'est une construction en béton, avec un double mur anti-tempête, ici et ici. La vague vient s'écraser sur le premier mur, donc l'énergie de la vague est amortie avant qu'elle ne puisse se répandre plus loin. Pour les autorités flamandes, l'objectif c'est de permettre au littoral et à l'intérieur des terres de limiter les impacts de la montée des eaux jusqu'en 2050 au minimum. Soit près de 30 ans, une vision à long terme plutôt rare en politique. Ces extrêmes météorologiques sont le résultat direct du changement climatique. Aujourd'hui, plus personne ne peut le nier. Même les non-croyants, je pense qu'ils devraient s'en rendre compte. Il y a vraiment beaucoup de changements. C'est un signal d'alarme important et nous devons en tenir compte. Ces travaux, nous les faisons dans l'intérêt des gens, mais nous ne voulons pas les effrayer en même temps. Tout est gérable pour le moment, mais nous devons être prêts en permanence. Nous devons nous concentrer sur la prévention, nous devons être proactifs, c'est sur cela que nous nous concentrons en priorité.
Ces travaux pharaoniques engagés par la Flandre laissent pourtant perplexe Johan Bultjo, un militant écologiste originaire d'Ostende. J'ai grandi ici. À l'époque, la plage était très longue et large. C'était un terrain de jeu tellement agréable. Aujourd'hui, ça a bien changé. Ça me fait peur pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui la découvriront dans le futur. Il nous emmène dans l'un des plus vieux cafés d'Ostende, à quelques pas seulement du port. Un quartier récemment bouleversé par de nombreux aménagements. Nous devrions faire en sorte qu'aucun apport de sable ou qu'aucun de ces travaux ne soit nécessaire. En réalité, le coût de toutes ces mesures réalisées en ce moment va nous retomber dessus dans les 30, 50 prochaines années et même au-delà. Quel sera le coût pour la société et pour nous tous? Je pense que plutôt que d'investir dans ces travaux importants, il vaut mieux prendre des mesures qui garantiront réellement que le climat ne se réchauffe pas. En parlant d'adaptation au climat, les autorités politiques se rendent compte que tout cela arrive trop tard. On a 30 ans de retard dans le développement des énergies renouvelables et dans tout ce que cela implique. Toutes ces années, tant le gouvernement flamand que le gouvernement fédéral n'ont rien fait. Johan et ses amis activistes se demandent à quoi ressemblera la côte dans les années à venir. Pour eux, ces travaux ne permettront pas d'éviter à la Belgique de perdre une partie de ses terres. Est-ce que vous pensez qu'à la fin du siècle, cette côte belge aura toujours le même visage? Mais le littoral a déjà un autre visage. Donc, à la fin du siècle, le siècle de nos enfants, la côte ne ressemblera pas à ce qu'elle est maintenant. Jusqu'où ira la mer? Jusqu'aux appartements? Ces immeubles se retrouveront-ils sous l'eau? Pourrons-nous seulement habiter au premier étage? On est dans une situation d'urgence aujourd'hui? Évidemment que nous sommes dans une situation d'urgence. Et le problème, c'est que vous pouvez avoir les meilleurs ingénieurs qui dessinent les meilleures inventions, vous pouvez faire des plans, vous pouvez créer des projets, vous pouvez prendre des décisions, mais il peut toujours arriver quelque chose d'inattendu qui rend tous ces plans inutiles. Les données sur l'élévation des mers sont alarmantes. Depuis le début du XXe siècle, le niveau de la mer a déjà augmenté de 20 cm. D'ici 2100, il devrait encore grimper de 50 cm dans le meilleur des cas et de 175 cm dans le pire, tout en continuant à croître par la suite. On a consulté les projections de Climate Central, une ONG réputée pour sa fiabilité. Une telle augmentation du niveau de l'eau pourrait inonder de manière permanente une grande partie de la côte belge, et plus loin encore. En rouge, c'est l'eau qui inonderait les terres jusqu'à Gand, Malines et même Anvers, la plus grande ville du pays. Cette carte prouve qu'en Europe, notre pays est l'un des plus menacés avec la France, la Grande-Bretagne et surtout les Pays-Bas. Chez nos voisins néerlandais, la bataille contre la montée des eaux a débuté il y a bien longtemps. Car environ un tiers du territoire se situe sous le niveau de la mer. Pour se protéger, le pays a appris à façonner son environnement avec des barrages anti-tempête, des canaux ou des digues. Mais cela ne suffit pas toujours. Pour s'en rendre compte, on vous emmène tout au nord des Pays-Bas, sur la plus petite île habitée du territoire, symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. Schiermonnikoog. Une station balnéaire d'à peine 1000 habitants, très prisée en haute saison par les vacanciers. Ses côtes sont depuis toujours à la merci de l'eau, des marées et des vents parfois violents. C'est l'île de Johan Hagen. Je ne considère pas l'eau comme un ennemi, absolument pas. Nous habitons sur une île, donc nous savons que nous vivons au milieu de l'eau. Mais nous faisons face à d'énormes défis. Cela fait 44 ans qu'il vit ici. Et il le sait, son île est menacée de disparition, malgré les nombreuses digues qui la protègent. Jusqu'à présent, nous ne faisons que surélever la hauteur des digues, et c'est tout.
Mais ce ne sera probablement pas suffisant. Ici, sous l'île, il y a de l'eau douce que nous consommons et il va y en avoir de moins en moins. Ce que craignent les habitants de l'île, comme Johan Hagen, c'est de voir une énorme tempête inonder de manière définitive Skiermonnikoog. Il y a toutes sortes de projections. Mais à quoi cela ressemblera-t-il exactement? Si la situation devient vraiment difficile, nous devrons alors réfléchir très sérieusement à la manière dont nous allons nous y prendre. Et ces scénarios ne sont pas encore prêts. Alors, nous devons prendre ce problème très au sérieux. Et quelles sont les solutions pour vous protéger? Ah, si je le savais, alors peut-être que je ne serais pas là devant vous. Quel sera le visage de cette île, des Pays-Bas et de la Belgique en 2050 ou à la fin de ce siècle? Pourra-t-on, grâce à ces protections côtières, échapper à la disparition progressive de nos terres? Il est certain qu'à plusieurs endroits du monde, littéralement, la hausse du niveau des mers va redessiner les cartes de géographie, va redessiner les contours des pays et des continents. Et ça veut dire que les contours des pays et continents auxquels nous sommes habitués aujourd'hui sur nos cartes de géographie ne seront plus les mêmes dans 100 ans ou dans 200 ans. On vous emmène à plus de 8000 km de la Belgique, dans l'un des pays les plus vulnérables de la planète, là où les effets dévastateurs du réchauffement climatique sont déjà bien visibles. Les Maldives. Un archipel de 1200 îles situé dans l'océan Indien, réputé pour ses plages de sable fin, ses hôtels prestigieux et sa réserve sous-marine exceptionnelle. Mais l'avenir de cette république islamique de 540 000 habitants est incertain. 80% des îles maldiviennes culminent à moins d'1 mètre d'altitude. 80% des terres qui pourraient, selon les projections, être en partie englouties dans moins de 30 ans. Une catastrophe annoncée, déjà perceptible à de multiples endroits. Pour le comprendre, nous nous rendons sur Toulouse-Doux, une petite île de 1500 habitants épargnée par l'agitation touristique et symbole de la culture maldivienne. Toulouse-Doux, c'est un territoire d'à peine 40 hectares qui rétrécit année après année. Le changement climatique a provoqué tellement de dégâts. Aujourd'hui, les récifs sont endommagés. La plage s'érode. C'est devenu un problème national. Et il semble que nous n'ayons aucun moyen de le combattre. C'est Mohamed Wahid, un pêcheur, qui nous fait découvrir l'île. Notamment ce petit recoin de plage qui est en train de littéralement disparaître. Vous voyez cette ligne plus claire dans l'eau? Eh bien avant, c'était le sol, où on marchait. Maintenant, tout est inondé. On a mis des blocs de béton ici pour arrêter l'érosion. Avant, cet endroit regorgeait de poissons. Il n'y en a presque plus. Vous pouvez voir clairement l'impact du changement climatique ici. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Normalement, la Terre arrivait jusqu'ici, à ce niveau. Tout cela est mauvais pour nous. L'environnement est détruit. C'est difficile de vivre ici, ou même de s'y promener. Avant, c'était un terrain de jeu pour les enfants. Mais regardez maintenant. Aux Maldives, quasiment toutes les îles sont touchées par l'érosion et les inondations. L'eau qui monte grignote petit à petit les terres et déracine les arbres. Toulouse-Doux change de visage et certains habitants, comme Mohamed, sont en colère. Les gens se rendent compte de la situation. Notre gouvernement affirme qu'il va rendre cet endroit meilleur. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils n'en ont pas envie. Mais le gouvernement néglige l'environnement. Ils disent qu'ils vont le protéger, mais ils ne font pas assez d'efforts pour cela. Les Maldives pourraient être le premier État à être en partie rayé de la carte en raison de la montée des eaux. Critiqué par une partie des Maldiviens pour sa gestion de la crise climatique, le gouvernement se vante pourtant d'avoir trouvé la solution miracle. Et elle est étonnante. La capitale, Malé,
possède l'une des densités de population les plus importantes au monde. La ville déborde. Mais une toute nouvelle île, créée artificiellement, est sur le point de tout changer. Depuis 1997, le pays a entamé la construction d'Ulu Malé. En divéi, la langue des Maldives, cela signifie la ville de l'espoir. Des millions de tonnes de sable draguées dans la mer pour transformer des lagons peu profonds en une véritable ville moderne de 4 km². Des travaux estimés à plusieurs milliards de dollars. Shahid Ahmed Wahid est architecte pour une importante entreprise gouvernementale. C'est lui qui nous fait découvrir cette ville de l'espoir. La principale motivation d'Ulu Malé, c'était de poldériser le lagon pour construire une ville afin de décongestionner la capitale Malé. Car la pression démographique y est trop importante et les conditions de vie se détériorent, notamment en termes d'aspects sociaux. Ulu Malé est construit 2 mètres au-dessus de la mer. Généralement, les autres îles se situent à 1 mètre ou 1,5 mètre. Donc on l'a construit un peu plus haut pour solutionner ces problèmes climatiques. Ce qui était à l'époque une solution pour régler un problème démographique est devenu avec le temps une opportunité pour gérer une urgence climatique. D'ici quelques années, 2/3 de la population devrait vivre ici, sur cette nouvelle île, en grande partie financée par les capitaux chinois. 150 000 Maldiviens qui profiteront de ces nouvelles infrastructures. Écoles, centres commerciaux, mosquées, hôpitaux, terrains de cricket. Il y a encore quelques années, à la place de cette piste d'athlétisme, se trouvait juste de l'eau. Seuls quelques coraux qui jonchent le sol sont la preuve de cette incroyable transformation. En à peine 25 ans, les Maldives ont créé de toutes pièces une ville que l'on dit tournée vers l'avenir. C'est un endroit plus sécurisé que nos autres îles. Donc je pense que pour cette raison, c'était une bonne solution. En plus de cela, cela permet de réduire l'empreinte carbone. Nous avons certaines lois qui contrôlent l'empreinte énergétique des bâtiments. Nous avons également mis en place des initiatives telles que l'énergie solaire sur les toits des logements sociaux et dans les bâtiments communautaires tels que les écoles et les bureaux. Ulu Malé, l'île artificielle, serait-elle un exemple pour le monde entier? Rehausser l'île de 2 mètres sera-t-il suffisant pour protéger la population dans les siècles à venir? Et avec quels impacts? Car ironie du sort, en se protégeant contre la montée des eaux, le pays et son extraordinaire développement urbain ont également provoqué une catastrophe environnementale. À quelques kilomètres seulement d'Ulu Malé, la paisible île de Vilingili voit son environnement totalement chamboulé par l'activité humaine. Car la construction de ports et de digues, qui nécessitent le dragage de millions de mètres cubes de sable, perturbe les écosystèmes naturels. Hassan Ahmed est un militant écologiste. Il nous emmène sous l'eau. Ici aussi, les souches de palmiers sont la preuve de l'avancée de la mer sur la terre. Mais plus grave encore, sur plusieurs centaines de mètres, les coraux, socle essentiel de la vie sous-marine, sont en train de perdre la vie. Vous avez devant vous du corail mort. Les chantiers créent des sédiments qui viennent se déposer sur les coraux. Ici, on se trouve proche du rivage. Une fois que les sédiments se trouvent sur les coraux, ils ne leur permettent plus de se développer normalement. Les coraux n'ont plus assez de lumière pour grandir. La poldérisation de terre modifie les courants marins et déplace d'énormes quantités de sédiments qui se déposent sur les récifs coralliens, asphyxiés. Pour moi, créer des territoires artificiels sur la mer, ce n'est pas la bonne solution. Nous devons rendre nos îles plus résilientes et leur donner le temps de se régénérer elles-mêmes. C'est en protégeant notre environnement que nous garantirons le développement du pays. Dans le cas contraire, nous ne survivrons pas. Le constat d'Hassan ne s'arrête pas aux eaux proches du rivage. Nous plongeons plus loin
plus profondément. Là aussi, à perte de vue, des coraux morts, réduits en poussière. Perturbés par la température de l'eau qui augmente et la sédimentation, une partie de ce patrimoine océanographique est désormais en état de mort avancée. Le rôle est pourtant primordial, car ils servent de protection naturelle aux côtes, amortissant la houle. Si les coraux meurent, les côtes deviennent plus vulnérables à l'érosion et à la submersion. En voulant se protéger contre la montée des eaux, le pays crée en réalité une situation peut-être plus grave encore, un paradoxe. La situation climatique des Maldives n'est malheureusement pas unique. Dans le monde, d'autres États insulaires comme Kiribati, Tuvalu ou les îles Marshall dans le Pacifique Sud pourraient aussi disparaître. Derrière cette tragédie annoncée, il y a la marque du réchauffement climatique et la libération des gaz à effet de serre. Nous sommes directement responsables de ce qui se passe aux Maldives, à Tuvalu ou dans les pays africains ou asiatiques, parce que nous avons une responsabilité écrasante dans le changement climatique. Il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, ça représente à peu près 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est que ces gaz à effet de serre, ils restent très longtemps dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, le CO2 par exemple, peut rester jusqu'à 200-250 ans dans l'atmosphère. Ça veut dire que l'essentiel du CO2 qui se trouve au-dessus de nos têtes, ce ne sont pas nos propres émissions, mais c'est les émissions de nos parents, de nos grands-parents. C'est du CO2 qui a été produit au siècle dernier, voire même encore au 19e siècle. En 1960, l'Union européenne, elle représentait 42% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc nous avons une responsabilité écrasante dans les impacts du changement climatique. Et la grande injustice du changement climatique, c'est que les pays, les populations qui vont être les plus durement touchées sont généralement les moins responsables historiquement du changement climatique. Le réchauffement climatique ne menace pourtant pas uniquement les petits États insulaires. La montée des eaux concerne les plus grandes cités du globe, comme Londres, Jakarta, Shanghai, Tokyo, Le Cap, Miami ou encore New York. Ben Strauss connaît parfaitement la situation climatique des États-Unis. C'est son ONG, Climate Central, composée de scientifiques et de journalistes, qui modélise ces cartes, capables de mesurer l'impact de la montée des eaux. Souvenez-vous, ces projections qui montrent l'engloutissement de Gand, Malines ou Anvers, mais aussi des Maldives et même de New York. Ils nous montrent quel pourrait être le scénario climatique de la ville américaine dans 80 ans, quand la température aura augmenté de plusieurs degrés et la mer grimpé de 2 mètres. En rouge, ce sont les quartiers de New York qui pourraient devenir totalement inondés. Si j'ajoute nos projections, alors, on commence à voir des parties inondées comme le Bas Manhattan, Lower East Side, le quartier Battery, Wall Street, Chelsea, l'Ouest. Toutes ces zones sont menacées par l'eau. De l'autre côté de la rivière, Hoboken, aussi, le New Jersey, qui est à basse altitude, et encore un certain nombre de quartiers à Brooklyn qui sont vraiment exposés. New York, c'est une cité traumatisée par l'ouragan Sandy de 2012. Un événement qui a coûté la vie à 48 personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts. À certains endroits, l'eau est montée à plus de 4 mètres de hauteur. Le rapport entre l'élévation du niveau de la mer et les ouragans est simple. Les ouragans provoquent une onde de tempête et poussent l'eau sur le rivage, créant ainsi une inondation. Si le niveau de la mer est plus haut, la rampe de lancement de l'inondation est aussi plus haute. Aujourd'hui, chaque inondation côtière est plus grave et provoque plus de dégâts à cause de l'élévation du niveau de la mer dont l'homme est responsable. En 2021, soit à peine 9 ans après l'épisode Sandy, New York a à nouveau subi les assauts des vents et des vagues violentes d'Henry, puis Ida, faisant de nouvelles victimes et de nouveaux dégâts. Notamment dans le quartier d'East River, où vit Camille Napoléon.
Cet endroit est toujours en reconstruction, presque 10 ans plus tard après Sandy. Ça ressemble littéralement à une zone de guerre. 110 000 New-Yorkais vivent à East River. Une bonne partie est issue des classes ouvrières plus défavorisées et habite ici, dans ces immeubles sociaux abîmés par le temps et les catastrophes naturelles. Nous sommes juste à 2 pâtés de maison de la rivière, peut-être un peu plus loin. Ces appartements aux premiers étages, ceux qui sont juste au bord de l'eau, ont été inondés par Sandy. Cela a directement touché nos familles. Les appartements ont été infestés de moisissures, ce qui est évidemment dangereux pour la santé. Donc les familles ont dû être évacuées. C'est vraiment effrayant de voir à quelle hauteur le niveau de l'eau est monté et a inondé ces appartements. C'est vraiment difficile à imaginer. New York et ses 8,5 millions d'habitants sont entourés par les eaux. C'est particulièrement le cas de l'île de Manhattan, coincée entre l'océan Atlantique, l'Hudson River et l'East River. Pour éviter de nouvelles catastrophes, la ville s'est dotée d'un plan colossal à plus de 20 milliards de dollars. Son but, protéger une partie des 836 km du littoral grâce à des digues et des murs anti-inondation. Un chantier titanesque baptisé le Grand U, en raison de sa forme, et notamment pensé par l'architecte néerlandais Matthijs Bouw. Une grande partie du bas de Manhattan est à basse altitude. Il s'agit par exemple de terres poldérisées sur les eaux qui risquent d'être inondées par l'élévation du niveau de la mer, mais aussi par l'augmentation de ce qu'on appelle les ondes de tempête, comme les ouragans. L'idée du Grand U est donc de construire cette protection contre les inondations en plusieurs parties sur la base d'un certain nombre de principes. En d'autres termes, nous ne nous contentons pas de créer un projet d'infrastructure qui empêche l'eau d'entrer, mais nous essayons de l'intégrer à la communauté et de faire en sorte que, quel que soit le jour où il n'y a pas de risque d'inondation, cela reste une amélioration du littoral. L'urgence est donc d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre et en même temps, nous savons tous que la crise climatique est là maintenant. Ça va devenir bien pire, donc la construction de ces projets n'est pas tant pour ici et maintenant, c'est pour la période où cela va empirer, ce qui va vraiment commencer dans une vingtaine d'années. L'un des chantiers les plus ambitieux du Grand U, c'est le rehaussement du parc d'East River. Un chantier titanesque qui prévoit de rehausser de 3 mètres de hauteur cet endroit populaire. Des travaux qui créent des tensions au sein de la population. Ça montera jusqu'au niveau de cette clôture. Donc le parc sera aussi haut que ça? Le parc sera à cette hauteur, oui. C'est fou à imaginer. Ce qui est vraiment triste, c'est que dans le quartier, il y a une sorte de fracture entre les personnes qui sont en première ligne et les personnes qui vivent un peu plus loin et qui sont un peu plus en sécurité, ou qui sont un peu plus âgés et qui disent « Eh bien, il ne s'agit plus de ma vie ». Des gens qui se soucient simplement d'autre chose, qui veulent préserver l'écologie à cet endroit. Des projets de cette envergure représentent des changements très drastiques pour la ville. Vous aurez toujours des personnes qui sont pour, mais d'autres qui y sont opposées. Le rehaussement du parc doit permettre de protéger des eaux des milliers de riverains, comme les résidents du quartier de Camille Napoléon. Elle ne comprend pas ces New-Yorkais qui s'opposent au projet. Toute forme de résistance contre ces protections anti-inondation, ça nous laisse penser à nos familles et à moi qu'ils ne se soucient pas de nous. Nous avons besoin de ces protections. Elles sauvent des vies. Nous ne survivrons pas à une nouvelle énorme tempête. Ce n'est pas la vie que nous avons eue en grandissant ici. Les autres tempêtes récentes comme Aïda vous ont aussi touché? Toutes ces catastrophes nous affectent. La nature nous impacte tellement. Mais rien de comparable à Sandy. On ne peut pas. Nous ne pouvons plus survivre à cela.
Nous n'avons jamais eu à nous en soucier. On n'a jamais parlé de la montée des eaux, du trou de la couche d'ozone, etc. Je veux ces protections, je veux une meilleure vie pour moi, pour mes enfants et mes petits-enfants. Le projet du Grand U est censé protéger les New-Yorkais des conséquences du réchauffement climatique jusqu'en 2050. 30 ans. Un objectif a priori lointain et ambitieux, mais pourtant insuffisant aux yeux de Klaus-Hans Jacob, géologiste de renommée internationale. Si on voit ça du point de vue électoral, tout va bien à New York. 4 ans, 10 ans, peut-être même 30 ans. C'est l'horizon le plus lointain que l'on entrevoit d'un point de vue politique à propos de l'augmentation du niveau de la mer et des tempêtes. Mais que prévoyons-nous pour 2100 et après? En 2200, nous devons quitter les logements situés à basse altitude. Nous ne devons pas nous contenter de construire des murs anti-tempête dans le bas de Manhattan et à quelques autres endroits. Nous devons créer de nouveaux logements et déplacer la population dans des zones où nous pouvons bâtir de hautes constructions. Quitter les endroits les plus vulnérables. C'est la dernière des solutions contre la montée des eaux. L'ultime recours, privilégié par certains experts, ce que l'on appelle l'abandon des terres. Il faut bien réaliser que ça ne va pas s'arrêter en 2100, ça va continuer au-delà. Et donc ça veut dire que si on veut faire de la planification à long terme, il faut effectivement anticiper ce qu'on appelle un retrait du trait de côte, c'est-à-dire qu'on va perdre du territoire, très concrètement. Dans un futur pas si lointain, les touristes pourront-ils encore visiter la Statue de la Liberté à New York, profiter des plages de sable fin des Maldives ou rouler à vélo sur les routes néerlandaises? Les enfants ou les petits-enfants de Gérald, sa famille et ses amis pourront-ils continuer de profiter de leur maison familiale à West End? On peut espérer quand même des progrès technologiques qui feront qu'on va ralentir tout ça et que malgré tout on va trouver une solution. Donc on va essayer déjà d'agir maintenant au maximum de ce qu'on peut faire. La preuve en est les travaux qu'on fait actuellement. Quand on voit qu'il y a eu les brise-lames, qu'il y a eu maintenant qu'il y a des choses qui vont se réaliser bientôt, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, les progrès des scientifiques, des ingénieurs et autres permettront d'autres solutions qui mettront pour freiner tout ça. La montée des eaux va se faire, je pense que c'est de toute façon. Donc on doit faire un maximum pour freiner l'évolution, mais tôt ou tard, il y aura une problématique et il faudra la résoudre. Oui, peut-être que les ingénieurs vont pouvoir construire des digues qui protègent le territoire d'un océan qui est 8 mètres plus haut. Mais vous pensez qu'on va trouver beaucoup de monde qui va être d'accord de vivre au pied de ces digues-là? En parenthèse, ils n'auront pas la vue sur la mer, ils auront vue sur un mur de béton. Donc je pense qu'à un moment donné, le recul sera quelque chose qui s'impose à tout le monde, malheureusement. Parce que des pays ou des régions vont disparaître. Parce que des morceaux de pays et des morceaux de régions vont disparaître, oui, sous l'eau. Une partie de la planète se prépare au pire. Construit des digues, des barrages, des murs anti-tempête, crée de toutes pièces des îles artificielles. Mais à l'heure actuelle, aucune projection, aucun ingénieur, aucun scientifique n'est capable d'affirmer que ces mesures deviendront des solutions sur le long terme. Toutes les mesures que l'on essaye de prendre pour lutter contre l'élévation du niveau des mers, elles sont vouées à être perdues d'avance si on ne lutte pas contre la cause de l'élévation du niveau des mers. Et la cause de l'élévation du niveau des mers, c'est la combustion du pétrole, du charbon, du gaz, c'est le déboisement à grande échelle. Et si on ne s'attaque pas à ça, à un moment donné, on ne pourra plus construire des digues encore plus haut. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous avons la technologie qu'il faut. Il s'agit de passer à des technologies énergétiques propres, de faire évoluer l'agriculture vers des approches à faible émission, d'examiner l'utilisation des sols, de protéger les forêts. Nous savons exactement ce qu'il faut faire. Et si nous le faisons maintenant, nous sommes des héros. Si nous ne le faisons pas maintenant,
La seule chose que retiendra l'histoire de notre société, c'est cet échec. Le monde traverse une situation d'urgence, mais l'avenir climatique est toujours entre nos mains. Car maintenant, et dans les années qui viennent, les décideurs politiques et les citoyens ont encore la possibilité de tout changer, de prendre les décisions nécessaires pour empêcher les pires projections de réellement se produire et protéger sur le long terme l'habitabilité de la Terre où nous vivons.